Oui, il est évident aujourd'hui qu'on aborde l'avenir de la profession des avocats et il y a deux axes. Il y a une formation qui doit être adaptée au temps dont nous disposons au quotidien et on s'est rendu compte que les formats proposés par la formation à distance étaient totalement adaptés, qu'on pouvait les caler également durant nos plannings, entre midi et deux, le week-end, en soirée, enfin en tout cas lorsqu'on a du temps, avec des formats qui sont plus réduits de 2 heures qui s'inscrivent naturellement dans nos agendas. Ça, c'est la première chose. La deuxième attente, elle est réelle et on s'en rend compte aujourd'hui du fait de la disparition du stage déjà depuis de longues années, de moins de collaboration régularisée à l'issue du CAPA. Donc des jeunes confrères qui s'installent, il faut avoir un minimum de connaissances en droit des sociétés, en comptabilité, pour manager, hein, le terme a choqué lorsqu'on l'avait utilisé il y a quelques temps, mais pour manager nos cabinets, comme des PME, comme des petites sociétés, et avoir ces connaissances minimales qui permettent la pérennisation. On se rend compte que dès le début, si on fait les bons choix, que ce soit dans nos investissements, dans nos logiques, dans nos approches structurelles et sociétales, les choses fonctionnent relativement mieux. Déjà, il y a une inquiétude qui a été levée. Elle était consécutive au projet de loi sous Madame Belloubet, où on avait vu que notamment les médiations passeraient automatiquement par des plateformes, des algorithmes, dont on ne maîtrisait ni les codes, ni véritablement l'entrée des données. Aujourd'hui, on est déjà rassuré sur ce point-là. Après, c'est une approche qui est nouvelle pour nous parce qu'on a envisagé au début les premières Legal Tech comme de réels concurrents qui exerçaient largement en dehors du périmètre du droit, derrière lesquels il n'y avait pas automatiquement d'avocats, et c'était une inquiétude. Aujourd'hui, par rapport au volume de données, au volume de jurisprudence, il faut approcher et envisager ces legal tech comme des aides qui nous permettent de synthétiser un certain nombre de décisions et ensuite d'apporter une réelle plus-value, et c'est là où nous devons faire notre travail. Et lorsque des gens franchissent la porte de nos cabinets, ils ne retrouvent pas dans nos consultations ce qu'ils peuvent retrouver sur Internet, mais l'intégration. Après, il est évident qu'il faut être vigilant sur l'utilisation de ces legal tech pour qu'on n'ait pas une uniformisation de nos jurisprudences qui est la vie du droit, la vie des lois et l'amélioration ou l'évolution des mêmes décisions. Donc voilà, c'est un outil au service de l'avocat. Nous y sommes favorables, mais nous le regardons bien évidemment avec vigilance et prudence. Ce que l'on fait déjà et ce que l'on pratique, on rencontre régulièrement lorsqu'on est bâtonnier nos chefs de juridiction. Ce sont des échanges réguliers. Mais il est évident aujourd'hui qu'on doit aller plus loin pour que ces échanges réguliers s'assimilent plus à des cellules de réflexion et des remontées auprès du ministère, auxquelles on doit associer pas simplement les chefs de juridiction, mais aujourd'hui nos greffes. Je prends l'exemple toulousain, nous manquons singulièrement depuis des années de greffiers et avec la meilleure volonté, que ce soit des magistrats, que ce soit des avocats, à un moment, la justice ne peut être rendue en temps et en heure. Donc avoir ces organisations-là, optimiser un certain nombre de choses, dématérialiser au besoin certaines mises en état, certaines audiences. On pourrait parler de la représentation obligatoire des avocats qui faciliterait la dématérialisation à grande échelle et le travail des greffes serait réellement utile. Plus une totale modernisation de ces mêmes greffes en les dotant réellement de moyens. Donc des échanges réguliers, c'est évident, mais en associant tous les acteurs judiciaires, tous les acteurs du tribunal, pour qu'à un moment nous avancions dans le même sens avec les mêmes problématiques et des solutions proposées au ministère. Nous le savons, en tant que bâtonnier, nous ne garantissons pas le secret professionnel. Le secret professionnel existe, il est déjà prévu dans la loi de 1971 et il s'impose dans la relation entre les avocats, dans la relation entre l'avocat et son client. Nous sommes autorité de vérification lorsque justement ce droit n'est pas respecté, soit avec le client, soit avec le confrère. Notre préoccupation, et nous l'avions vu lorsque une décision avait été rendue en 2015, c'est qu'à un moment donné, alors que l'on invoque un secret professionnel absolu, on nous a dit qu'on pouvait le lever, ou en tout cas non pas le lever, mais communiquer certains éléments. La seule garantie que l'on pourrait avoir, et ça serait une décision forte qui serait prise à l'attention des avocats, c'est de l'inscrire dans la Constitution au titre voilà, d'un grand principe constitutionnel qui garantirait pour les clients, pour le justiciable et donc pour l'avocat bien évidemment dans sa relation, la protection complète qu'il est en droit d'attendre sur ce secret absolu.
Déjà, c'est la proposition du rapport Perben est une revendication et une proposition qui a déjà été faite par nos institutions nationales de longue date. Nous, ce que l'on souhaite aujourd'hui sur un acte qui est porté par des gens qui sont formés et auxquels on doit accorder une sécurité juridique, c'est aujourd'hui une force exécutoire. Alors, on voit que la proposition est entre deux, puisqu'on donnerait la force exécutoire à l'acte d'avocat dans le cadre de MARD, de mesures alternatives au règlement des différends. Allons plus loin. À partir du moment où on estime que des actes d'avocat peuvent revêtir la force exécutoire, pourquoi le limiter au MARD? Il faut justifier, nous sommes assurés, nous avons des garanties professionnelles, nous sommes formés, dès lors, allons jusqu'au bout. Si on peut donner la force exécutoire pour les MARD, ouvrons et donnons la force exécutoire de manière générale à l'acte d'avocat. L'application du statut de collaborateur, des choses sont proposées, mais des choses sont proposées de longue date. Moi, personnellement, j'estime que déjà, nous avons en tant que bâtonnier l'obligation de faire respecter le contrat de collaboration. Nous avons des outils de contrôle, nous avons des outils de vérification. Ce qui nous pose difficulté, c'est malheureusement que des collaborateurs craignent, souvent à juste titre, de faire remonter les dossiers auprès du bâtonnier en termes de suite, en termes de recherche d'une nouvelle collaboration et d'être perçus comme les empêcheurs de tourner en rond dans un cabinet et de ne plus retrouver à ce titre une collaboration. Donc nous avons des réflexions à mener pour améliorer bien évidemment le statut du collaborateur, mais tout simplement faire appliquer un statut qui pourrait fonctionner régulièrement au quotidien. On donne une quantité de travail à un collaborateur, il exerce son activité professionnelle, l'équilibre est à trouver entre les deux, mais surtout on doit veiller à la stricte application. Après, se pose la question, quand on parle de collaborateurs, également des collaboratrices, parce qu'on a un problème d'égalité homme-femme réellement dans les dossiers, de répartition de charges de travail, d'égalité salariale. Donc je crois qu'aussi tout ceci concourt à une révision globale et peut-être réfléchie communément entre l'égalité homme-femme et le respect du contrat de collaboration jusque dans sa rupture et les garanties assurantielles que l'on peut proposer.